Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Sachant que c'est une table ronde et qu'on ne voudrait pas tourner le dos à la moitié de la salle, n'hésitez pas à vous mettre sur cette partie-là de l'amphi, hein, si jamais vous avez l'impression qu'on vous tourne le dos. Voilà. Alors, j'y vais. Bienvenue à cette table ronde de clôture de l'exposition de Terra Fibra. Merci. Merci d'être présente et présent ce soir. Cette exposition elle était consacrée aux 40 bâtiments en terre et en fibres naturelles livrés dans le monde et primés au Terra Fibra Award 2021, initié par Dominique Gauzin-Muller, Amaco et le Cratère. Alors pourquoi une table ronde de clôture avec des invités architectes exerçant dans le Grand Ouest français ? Eh bien simplement pour atterrir. Ou plutôt pour s'interroger sur les pratiques architecturales liées à l'usage des matériaux bio et géosourcés en profitant des expériences singulières de praticiennes et de praticiens œuvrant dans un territoire partagé. En faisant l'hypothèse, donc, qu'en homogénéisant un peu le corpus d'études, on pourrait préciser les tenants et les aboutissants architecturaux de l'usage des matériaux bio et géosourcés, en plus d'enrichir un petit peu l'exposition qui montre finalement assez peu de projets francophones. Et peut-être, ce faisant, on pourrait voir se dessiner une culture architecturale spécifique au Grand Ouest liée à ces questions. Alors, où les matériaux bio et géosourcés font-ils atterrir l'architecture ? Où les matériaux bio et géosourcés font-ils atterrir les architectes ? Une précision, en effet, nous nous refuserons ce soir à céder à cette critique moderne qui scinde l'étude des processus de celle des objets qui en émergent. Les uns ne peuvent pas être compris sans les autres, et finalement, n'avons-nous jamais été modernes, comme disait Latour il y a quelques années. Bien sûr, les matériaux bio et géosourcés ancrent l'architecture dans un territoire géographique et culturel, mais peut-être la font-ils également atterrir sur de nouveaux territoires esthétiques, professionnels. C'est cela notre hypothèse pour ce soir. Étudier les manières de mettre en œuvre les matériaux bio et géosourcés ne suffit pas. Il faut également regarder leurs effets spatiaux, sociaux, culturels, professionnels. Relocaliser la question de l'usage des matériaux bio et géosourcés, c'est aussi comprendre mieux ce qui lie des pratiques à un territoire spécifique, ce qui transforme ici une ressource en architecture. Évidemment, dans notre société contemporaine, qui semble enfin prendre conscience des limites de ces modes d'existence et qui se cherche de nouvelles conditions d'habitabilité et de nouvelles modalités de cohabitation avec le vivant, avec le non-humain, la frugalité énergétique de l'architecture est une qualité recherchée, désirable. On parle ici de frugalité énergétique lors de la fabrication du projet, mais également de frugalité énergétique dans les usages du bâtiment ensuite. Mais cette frugalité fait-elle écriture ? Peut-on parler d'un style architectural lié à l'emploi des matériaux bio et géosourcés ? En suivant cela, une architecture économe est-elle une architecture dont le langage se réduirait à un assemblage expressif de matières vertueuses ? La question de l'écriture que fabrique l'usage des matériaux bio et géosourcés se pose, parce qu'au fond, elle interroge aussi le rôle de l'architecte. Ne serait-il plus qu'un sourcier dont la tâche serait de retrouver un filon qu'on aurait oublié. Et ce serait sur la redécouverte de cette matière vertueuse qu'il et elle bâtiraient l'image des projets, leur cohérence architecturale. Comme si visibiliser qu'un bâtiment est construit en terre ou en paille suffisait à justifier de sa qualité architecturale. Peut-on tenter de qualifier autrement les implications architecturales de l'usage des matériaux bio et géosourcés ? Peut-on poser des mots sur les espaces, les volumes à habiter qu'ils bâtissent, sur les ambiances et le confort qu'ils génèrent ? Peut-on les illustrer ? Qu'est-ce que l'usage de ces matériaux fait à l'architecture ? De même, peut-on s'intéresser au savoir-faire autre que celui de prescripteurs ou prescriptrices de matériaux des architectes que mobilise l'usage des matériaux bio et géosourcés ? Où se situe aussi le travail des architectes quand ils les emploient. Réfléchissons ensemble à ce que l'architecte apporte aux matériaux bio et géosourcés. Et inversement, en miroir, pourrions-nous dire, intéressons-nous à ce que l'usage de ces matériaux fait aux architectes. Comment sont-elles déplacés, enrichis dans leurs habitudes, leur savoir-faire ? Peut-on envisager l'usage des matériaux bio et géosourcés, je vais beaucoup le répéter, comme l'occasion pour les architectes d'acquérir une culture constructive que la néo-modernité et la post-modernité ont un petit peu mise de côté.
que l'éclatement des compétences dans les équipes de maîtrise d'œuvre met à mal en cantonnant l'architecte au rôle de dessinateur, dessinatrice, d'emballeur, d'emballeuse. En somme, peut-on aussi s'interroger sur les architectes que bâtissent les matériaux bio et géosourcés? Voilà les réflexions qui m'ont amené à fabriquer le petit jeu que j'ai proposé aux invités de cette table ronde. Alors, ils ont et elles ont reçu une série de questions organisées en 3 chapitres qui s'appellent ressources, ambiance et esthétique et culture constructive. Ils y ont répondu par des visuels avec des légendes et c'est sur la base de leurs commentaires que va se construire la conversation. Les invités ne sachant pas dans quel ordre vont défiler ces visuels. Alors, les invités de cette table ronde, pour certaines, vous les connaissez. Ils ont été choisis parce qu'ils mettent en œuvre des matériaux bio et géosourcés dans leur projet, et que donc ils travaillent dans ce qu'on va appeler ce Grand Ouest, qui irait de Bordeaux à l'Ille-et-Vilaine. Donc, j'ai ici Hervé Potin, de l'agence Guinet-Potin, basée à Nantes. Oui, Pauline Barlier et Cédric Smal du collectif Faro basé à Nantes, Camille Ricard de l'agence Moonwalk locale basée à Bordeaux et Alexandre Moret et Gaël Huitorel de l'agence Huitorel et Moret basée à Bourg-des-Comptes en Ille-et-Vilaine. Voilà. Alors, la première question que je vous ai adressée à toutes et tous, c'est comment penser l'interrelation entre une matière et un territoire quand on est architecte? C'est un peu une question facile, finalement. Oh, pardon, je suis allée trop vite. Le premier à y répondre, c'est Hervé. Merci. Je vais essayer de répondre à cette première question. Les 2 images que vous avez sur l'écran, donc en haut, c'est l'écomusée du Marais vendéen ou d'Avio, donc qui est en sud Vendée, sur la route de Noirmoutier, pour ceux qui connaissent. Et en dessous, c'est le centre Beautour qu'on a réalisé un concours 2010 réalisé en 2013, une 2e tranche en 2014, et il se trouve qu'il y a une autre tranche qui va être livrée l'an prochain. Ce qu'on voulait, je parle en on, parce que je ne suis pas tout seul, il y a une équipe et puis on est 2 associés. Ce qu'on voulait mettre un peu en exergue là, sur ce qui est présenté en image, j'espère que ça se voit bien, c'est le parallèle, c'est évident entre les deux formes et les 2 bâtiments. Une technique ancestrale et traditionnelle en haut avec la typologie de la bourrine vendéenne. Donc une architecture vernaculaire ordinaire avec du torchis, une toiture en chaume. Et ce qu'on a mis en place quelques années plus tard, on va dire, donc en Vendée, ça fait déjà presque 10 ans, le musée de la biodiversité, avec une couverture chaume et une façade chaume, et qui était une sorte de réinterprétation contemporaine, ce qui est écrit, d'une technique vernaculaire ancestrale, et voilà, qu'on a voulu mettre en œuvre et qu'on essaye généralement, alors pas systématiquement, mais dans nos projets, comme ça, de réinterpréter du bâti ordinaire ou du bâti vernaculaire, surtout quand on est dans des territoires comme ça, assez ruraux, et où il y a justement une force dans ce bâti existant. Lier une matière à un territoire, ça passe par la ressource, ce serait la ressource formelle, finalement. Là, la ressource, elle est formelle, et puis elle est aussi liée aux matériaux. En l'occurrence, là, c'est du roseau. Alors même si le roseau, pour l'histoire du projet, il ne vient pas de Vendée, puisqu'il n'y a plus de filière de production vendéenne, ni même dans l'Ouest, il vient de Camargue. Donc il y a quand même, pour le coup, je me mets un petit tacle, mais le bilan carbone n'est pas très bon. Mais ceci dit, voilà, c'est intéressant de retrouver ces techniques-là, et pourquoi pas, puisqu'on est en discussion notamment avec le parc de Brière, de retrouver une filière roseau en région. Alors peut-être une interprétation complètement différente, justement. Et, oui, alors le bilan carbone, pardon, pour rebondir sur le roseau, il n'est pas si mauvais en venant de Camargue, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des difficultés avec le roseau de Camargue, et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de chaumiers qui utilisent du roseau d'Ukraine, c'est pas évident, ou de Russie, donc c'était pas si mal à l'échelle. Mais là, l'interprétation, elle est la même dans le sens d'utiliser un matériau qui vient d'un site, issu d'un site. Mais là, on est allé encore plus loin. On est allé en Espagne. C'était pour une surélévation des chopes bordelaises
Ce sont des bâtiments, des maisons en pierre. Et le dernier étage était souvent habillé d'ardoise. En France, c'est compliqué d'avoir de l'ardoise puisque les carrières d'Angers sont dédiées aux monuments historiques. Donc on est allé en Sierra Leone, Ponferrada, pour visiter les carrières d'ardoise. Et on s'est rendu compte que ce matériau magnifique nécessitait dans 95% de déchets. C'est-à-dire qu'on extrait 100% d'ardoise. Et puis au final, pour avoir l'ardoise qu'on met sur la toiture, on a mis 95% de déchets sur des terrils dans le paysage. Et puis cette région d'Espagne a mis du temps à avoir conscience, une politique environnementale forte, ce qui fait que les territoires ont mis du temps avant de se renaturer. Donc voilà, c'est dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire il faut regarder d'où vient le matériau, mais il peut être géosourcé et pourtant générer des choses à l'inverse sur son territoire qui sont pas vertueuses. Vous m'entendez? Oui. Ce qui m'a frappé en recevant ces photos, c'est que je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Je découvre les réponses en même temps que vous, donc c'est intéressant. J'ai réagi aussi. C'est plutôt puisqu'on ne comprend pas la forme, on a très peu d'informations sur la matière, à part qu'il s'agit d'ardoise, mais pas sur le reste. J'ai plutôt interprété ça comme du registre du sensible. D'un coup, le traçage ce qui va relier la matière à un territoire, c'est aussi ce qu'il provoque de liens sensibles avec ce territoire. Oui, ouais, là, je suis venue vite à la conclusion mais c'est un matériau. Il y a le savoir-faire du matériau quand on voit les compagnons fabriquer les ardoises. Il y a ce côté sensible, poétique. Ça a créé aussi des paysages sur l'image du central qui sont incroyables. Je pense qu'on est tous sensibles à ça. Et l'image de droite, c'est à plus large échelle. Alors il y avait beaucoup de brouillard, mais c'est ce que ça génère. Et donc c'était pour nuancer, on était très motivés en y partant, et finalement on s'est aussi beaucoup questionné en revenant. Et il n'empêche que le matériau est magnifique, que le savoir-faire est superbe, mais voilà, il y a aussi ce que ça génère socialement et sur le territoire. Alors, deux images qui ne sont pas des projets de l'agence. La première image qui renvoie au moment où aussi on s'est rencontré avec Alexandre. On s'est rencontré à la fin des études et au début dans une agence d'architecture qui a travaillé essentiellement sur l'existant. Donc sur du bâti ancien, parisien, ordinaire. Et c'est ce qui a quelque part, et donc on a pratiqué des projets en réhabilitation lourde, ce qui nous a mis vraiment très très proche avec la question du diagnostic, de l'anatomie constructive et de qu'est-ce qui compose finalement un bâti existant, qu'il est caractérisé par des structures qui sont composites, faites de différents matériaux, employés à bon escient, au bon endroit, articulés, etc. Donc cette image, c'est une image du corpus de la thèse de doctorat que j'ai faite. C'est un bâtiment en terre crue, comme il y en a beaucoup dans le pays de Rennes, qui associe différents savoir-faire, différents métiers. Ce qui est intéressant là, dans tous ces exemples d'une quarantaine de fermes à l'échelle départementale, c'est que déjà, finalement, elles articulaient des structures très, on va dire, élémentaires comme la terre crue, avec des charpentes très modernes, très innovantes. Déjà, elles hybridaient déjà des modes constructifs. À l'époque, on est à la fin du 19e. Et puis la deuxième, c'est pour illustrer la question des ressources dans le rapport au territoire et peut-être en prolongement de ce que tu viens de dire sur finalement les acteurs qui font aussi émerger la matière, comment est-ce qu'ils la transforment, comment est-ce qu'ils l'édifient à travers un bâtiment et comment éventuellement ce bâtiment se recycle. C'est-à-dire finalement de prendre un peu de recul par rapport au bâtiment lui-même et de le remettre dans une perspective un peu plus large finalement, et de comprendre que l'architecture, le bâtiment, il est issu des ressources, et inversement, comment finalement, quand on parle de filière, comment une filière aussi fabrique un paysage en retour. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve intéressant parce que dans la première image, évidemment, c'est une architecture
même si elle est un peu savante à l'intérieur. Elle est quand même assez ordinaire, donc elle est issue de son contexte et ce qu'on peut dire une économie opportuniste. Elle va prendre les matériaux là où la terre qui est là, elle a donné une mare tout simplement à côté. En même temps, aujourd'hui, on voit bien que toutes les filières qui se structurent activent un territoire et finalement, en retour, font émerger des choses intéressantes. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas encore. On commence à esquisser cette idée qu'évidemment, autour de la matière, ce qui va relier la matière à un territoire, c'est aussi l'ensemble des acteurs qui vont la mettre en œuvre. Alors, peut-être que ça va faire partie de la réponse. Tout à fait. En fait, d'abord un peu en introduction, on a présenté pour la table ronde uniquement des photos d'un projet qu'on a réalisé à Bollon, qui est une école maternelle qui met en œuvre de la terre crue dans des pans de bois. En fait, pour parler de cette relation ressources et territoire, un peu dans le cas de la terre crue, il y a une espèce de relation un peu évidente comme ça, d'une matière qu'on vient extraire d'un lieu et qui a un lien direct avec la construction qu'on y édifie, puisque là, dans le cas de Bollon, la terre a été prise directement sur le site de construction, issue des terrassements des fondations. Et d'ailleurs, en général, dans le bassin rennais, il y a cette tradition de construction en terre crue, de construction un peu vernaculaire, comme tu disais, qui ont constitué un paysage architectural, finalement, qui passe assez inaperçu. Mais au-delà de ce lien un peu matière issue du site et physique de la ressource, nous, ce qui nous intéresse aussi dans cette matérialité, dans ces matières, c'est un peu d'inscrire aussi le projet dans un contexte un peu plus élargi. Et dans un contexte qu'on appelle contexte des possibles sur un territoire. On pourrait parler des forces en présence qu'on peut activer ou non. En fait, on peut parler des savoir-faire qui existent dans cette région, des ressources humaines justement, que ce soit les entreprises, les centres de formation, mais ça peut être aussi finalement s'appuyer sur la volonté d'élus un peu engagés pour soutenir des démarches un peu alternatives. Et en fait, du coup, le matériau, il devient presque un prétexte pour réinterroger le territoire et un peu les liens humains qui s'y jouent. Et le projet, il peut s'appuyer sur ces forces-là, un peu pour tenter d'impulser de nouvelles dynamiques. Donc là, la photo, pour raconter un peu l'histoire, elle illustre un peu l'humilité qu'on a eue vis-à-vis du matériau terre, parce que c'était notre premier bâtiment en terre, et cette nécessité de faire avec les ressources et les forces en présence, et l'idée de la circularité que ça amène entre la ressource, les savoirs et le faire ensemble, en fait. Il y a un peu l'idée que cette filière terre qui est en redéploiement, en fait, elle est sur la culture du faire et qu'elle met à l'épreuve d'expérience. Il y a l'idée de prototyper un peu la preuve par l'exemple. Du coup, il faut tester, il faut expérimenter. Et là, dans le cas de Bollon, l'entreprise, l'artisan a souhaité essayer de faire venir un cheval pour mélanger la terre et les fibres, qui est un acte un peu physique très compliqué, pour voir si finalement la tâche allait être un peu plus facile. Et du coup, cette espèce de pragmatisme, juste de faciliter la tâche, de trouver une autre manière de faire, en fait, ça crée une image hyper archaïque dans un bâtiment contemporain. Et c'est ça aussi, c'est une espèce de réactiver des mécanismes un peu ancestraux comme ça, voilà, qui paraissent assez décalés avec le registre du chantier tel qu'on peut le connaître actuellement. Voilà. Puis pour l'anecdote, moi j'aime beaucoup raconter aussi en lien avec cette photo, mais un autre exemple un peu plus festif qui est typiquement breton, de la danse pline, une danse traditionnelle bretonne, où en fait on faisait venir, quand on construisait une maison, tous les voisins pour danser et tasser le sol en terre battue. Voilà, il y a un côté très festif et en fait ça illustre bien, je trouve, le rapport entre un matériau, une mise en œuvre, mais aussi une pratique culturelle sur un territoire. Je peux faire une
une petite démonstration de la danse plie. Je serais étonné de savoir que j'ai fait des danses. Alors, je retiens autour de cette photo la création d'une image archaïque et contemporaine à la fois. Je pense qu'on sera amené à peut-être sûrement la revoir sur les images produites, des bâtiments produits ensuite. C'est peut-être de cet ordre-là, l'écriture à laquelle j'appelle, qui serait une forme d'archaïsme contemporain. En tout cas, tout ce que vous décrivez, ces liens qui se tissent entre la matière et un territoire à travers la capacité à identifier quelles sont ses ressources géographiques, paysagères, sociales, culturelles, etc., ça induit forcément des déplacements chez vous. Voilà. Donc ça a guidé ma deuxième question. Quel changement à travers l'utilisation de ces ressources elle a impliqué chez vous de la part des architectes? Alors, merci. Alors, de la part des architectes en général, nous, on a commencé par un chantier en paille. C'est pour ça que je montre la botteleuse. Et c'était la question on y répondrait par la question de la temporalité. Alors que ce n'est pas forcément les architectes qui donnent le tempo sur les chantiers, c'est plutôt les commanditaires et les besoins, mais sur les temporalités, par exemple pour la première maison paille qu'on a construite, il a fallu réserver, c'était en 2016, il a fallu réserver la paille auprès d'un paysan qui était à 20 km du chantier. Parce que, en plus, en 2016, c'est allé très vite. Hein, la construction paille s'est développée très rapidement. En 2016, en Dordogne, il n'y avait pas en tout cas à côté du chantier, il n'y avait pas de paysans qui faisaient des bottes de paille pour la construction. Mais c'est l'intérêt aussi de la paille qu'on considère, on récupère le déchet et ce n'est plus un déchet. Et il fallait donc anticiper ça, c'est-à-dire que c'était pas juste réfléchir à quand on pose le permis de construire pour quand on va pouvoir commencer à démarrer le chantier, c'est aussi quand est-ce qu'on commande les bottes de paille aux paysans pour que la saison des moissons et le temps de séchage soit favorable pour la pose des bottes de paille dans les ossatures bois. Voilà, et pour que l'hygrométrie soit correcte. Donc, cette question de la temporalité, elle croise d'autres temporalités de l'architecture et qui redonnent le sens primaire finalement à l'acte de bâtir. Alors, il y a la temporalité du projet et il y a peut-être aussi la temporalité de l'agence qui est changée par ces... Oui, exactement. On voulait parler en effet les usages à l'agence. On voulait parler du temps. Alors, sur deux points de vue. Donc, d'abord, le fait aussi pour parler de la slide précédente, là, sur la connaissance de terrain qu'on a eue sur l'emploi de la terre dans le pays de Rennes et puis de la structuration de la filière paille dans le sud Mayenne. Donc il y a une connaissance quand même empirique finalement de micro-lieux finalement, parce qu'en effet, tu en as parlé tout à l'heure, il y a la ressource, mais il y a aussi est-ce qu'il y a les entreprises qui sont capables de la mettre en œuvre. Et donc c'est bien cette alchimie qu'on recherche. Donc c'est vrai qu'on a le fait d'être sur une activité qui se veut locale, c'est aussi pour engranger ce savoir sur le temps long. Et puis il y a aussi le temps du projet, c'est-à-dire qu'on parlait d'emploi de matériaux biosourcés, la question du bois, etc. C'est vrai que nous, il y a un côté ludique aussi qu'on retrouve dans les formes d'assemblage qu'on avait peut-être un peu perdu ou qu'on ne pouvait pas forcément faire en agence avec le béton. Et ça nous amène nous aussi à travailler plus en amont, je pense, dans le processus de projet, à essayer d'articuler ces matériaux entre eux, d'essayer de trouver le juste assemblage, la juste proportion des choses. Donc ça, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle et qu'on est dans une école d'architecture, on a essayé aussi de montrer un peu les coulisses, plus que notre production, mais comment on faisait. Donc ça, c'est une photo de l'agence où on voit justement des prototypes à l'échelle 1 ou 1,5, et puis en même temps un atelier maquette. Donc c'est aussi, on va dire, une modification de notre manière de travailler et aussi de retrouver une forme de plaisir dans le travail et dans le développement du projet. Je retiens le temps, le rapport au corps aussi de l'architecte au travail. Alors ça rejoindra peut-être des choses que vous direz à la fin. Toujours dans les nouveautés, ou en tout cas les choses qui changent. Alors c'est beaucoup moins drôle, hein, je pense, comme diapo. En fait, effectivement, la question du temps est hyper importante. Et alors, c'est vrai qu'on aurait pu mettre des diapos de recherche ou de proto réalisés. En fait, ça, c'est plutôt les résultats de proto. C'est-à-dire que
on se rend compte depuis quand même pas mal d'années que pour avoir une certaine liberté de conception, il faut passer par des règles, par la connaissance des règles et parfois même par l'écriture des règles. Et donc, voilà, j'ai mis un petit florilège là d'éléments plus ou moins récents. En haut à gauche, en fait, c'est un avis de façade fait par un laboratoire spécialisé feu qui est Effectis. Je ne sais pas, ils doivent être milliardaires parce que j'ai l'impression que tout le monde passe par eux. En fait, quand vous avez un bureau de contrôle qui demande un avis de façade sur parce qu'on est sur des logements en 3e famille B, enfin, je passe les détails, mais en même temps c'est important, qu'il faut répondre à l'IT 249 sur les propagations au feu de façade. Il y a des détails un peu compliqués qui sont en bas à gauche, là, avec des déflecteurs. Il faut calculer les déflecteurs et les masses volumiques pour la propagation au feu. Et donc, le bureau de contrôle demande un avis de façade. Et donc, comme il n'est pas prévu, il faut se le payer. Et le maître d'ouvrage ne veut pas forcément le payer. Et donc, on se le paye à 2. Et donc, on fait un avis de façade avec Effectis. Et puis, ça prend 6 mois d'aller-retour parce que le détail n'est pas bon. Et qu'il faut toujours reprendre ces éléments-là. Donc, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Qui a été mené à l'agence par Yvon Aramounet, je tiens à le citer, parce qu'il s'est bien pris la tête avec Effectis, mais ça a bien marché. En haut à droite, alors depuis 3 ans, en fait, on a été sollicité par le parc de Brière en relation avec la NCC, donc l'Association nationale des couvreurs chaumiers, qui vise à écrire les règles professionnelles de couverture chaume, donc une sorte de pro-paille, mais lié à la chaume, donc qui serait un pro-chaume. Et donc, comme c'est un truc qui me tient à cœur depuis pas mal d'années, voilà, on a participé bénévolement à ces ateliers d'écriture. Donc ça a été assez long, on était 2 archis et évidemment des chaumiers. Et ceux qui étaient chargés de rédiger ces règles-là sont les mêmes qui ont rédigé les règles pro-paille. Donc en fait, ils ont pris un peu les mêmes équipes et puis avec d'autres sachants pour écrire ça. Donc ça, c'est en cours. Puis s'il y a des mécènes dans la salle, le parc de Brière, avec des institutionnels, évidemment, cherche à faire tout ce qui est des essais au feu, etc. Vous m'entendez? Oui. En quoi c'est important qu'un architecte ou une architecte s'attarde ou se consacre une partie de son temps à la rédaction des textes qui serviront à d'autres? Je sais pas, c'est peut-être un... Je sais pas si je l'aurais fait il y a 20 ans, c'est sûr. Donc là, je me suis peut-être assagi, mais non, c'est une forme d'envie comme ça de développer cette filière-là qu'on a découvert finalement un peu par hasard. Alors c'est vrai que la question du chaume, on l'a découvert aussi sur des voyages, notamment en Éthiopie en 2002, etc., avec la découverte d'architecture vernaculaire qui nous a fait redécouvrir l'architecture vernaculaire, notamment bretonne. Et puis de fil en aiguille, comme ça, on a rencontré des chaumiers qui étaient super en Brière. Et puis de fil en aiguille, on rencontre d'autres gens. Et puis quand ils nous appellent pour faire ça, moi j'ai dit OK. Après, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps de réunions, etc. Donc là, normalement, la prochaine étape, c'est plutôt des essais qui doivent être faits, comme ont été faits les essais pour le ProPaille. Donc là, a priori, j'ai arrêté je suis en fin de participation. La slide du dessous, c'est un classique, c'est la ProPaille que beaucoup de gens ici ont fait, je pense. Et puis encore en dessous, c'est classement feu matériaux chaume. Alors pareil, toujours pour le centre Beautour. Bureau de contrôle et pompiers nous demandent un classement au feu M3. Ils considèrent que la couverture est traditionnelle, donc ne demandent aucun classement. Mais comme la façade est nouvelle pour eux, ils veulent que le classement feu soit M3, et donc de la même façon, on a été obligé, entre guillemets, de payer sur nos honoraires des essais feu auprès du CSTB avec des maquettes, etc. Donc c'est vrai que j'aurais pu aussi montrer les maquettes, mais j'ai montré les résultats. C'est ça. Non, mais c'est très bien. Et le problème, c'est que tous ces essais au feu là que vous avez fait réaliser, ils ne peuvent pas être réutilisés sur les autres projets. En fait, c'est ça le gros problème. Si vous voyez, la date, c'était 2011 et c'était valable 5 ans. Voilà. Oui, et alors nous, je pense qu'on a utilisé certains de vos PV que nous ont donné les chaumiers en modèle pour les pompiers et pour nos maîtres d'ouvrage. Et c'est très compliqué parce que même si on leur montre tout ça, même si on leur montre la preuve que des confrères l'ont fait, que ça a été réalisé, que ça a été validé par d'autres pompiers, etc., eh bien, il faut mettre le budget pour faire d'autres essais au feu. Et c'est pas
du tout toujours possible. Voilà. Donc on s'y confronte très régulièrement. Peut-être que donc dans les outils de l'architecte, ou en tout cas ce qu'il est obligé de faire comme changement, comme transformation pour faire advenir cette architecture bio et géosourcée, c'est aussi la capacité de reproductibilité des dispositifs qu'il met en œuvre. Et puis peut-être le dernier visuel autour de ça. Ouais, alors moi je vais réatterrir sur le projet de l'école de Bollon. Ce sont des enjeux peut-être un peu différents qui sont présentés dans cette photo, mais qui rejoignent quand même la question de l'expérimentation et de la preuve par l'exemple, et notamment sur l'enjeu du chantier. C'est une photo de chantier. Sur ce projet-là, on a eu la chance en fait de pouvoir mener différents chantiers dans le chantier. Tout d'abord, l'entreprise de maçonnerie Terre en fait, qui a répondu au lot Terre a proposé de répondre par un chantier d'insertion, de formation. Il a d'emblée énoncé le fait, donc c'est une personne qui s'appelle Samuel Dugelet, qui est un ancien ingénieur du cratère qui se reconvertit en entreprise de maçonnerie Terre Crue. Il a proposé donc d'emmener avec lui son organisme de formation, tout simplement parce que la filière, enfin la ressource existe, mais la montée en compétence de la filière est encore en redéploiement. Et donc finalement, le maître d'ouvrage n'a pas acheté un lot terre, mais a acheté un lot de formation, et les personnes qui sont venues se former ont offert en échange d'un créditant, en fait, tout simplement, de construire les parties maçonnées en terre crue en échange d'avoir leur formation. De la même manière, sur ce chantier, il y a eu encore un autre chantier qui était un chantier de participation qu'on voit sur cette photo. On avait la chance d'avoir nos futurs utilisateurs, les enfants et les enseignants de l'école, qui étaient déjà implantés dans un contexte proche de là où se construisait le bâtiment. Donc on a mené avec eux des ateliers de modelage, des ateliers, on voit ici une fresque en train de se faire entre une architecte du collectif Faro, Lucie, et un enfant de l'école. Donc on a proposé ce chantier de participation. Et enfin, il y a eu un troisième chantier, c'est un peu les tiers chantiers, un troisième chantier sur la diffusion de connaissances. Différents organismes sont venus aussi, des CAUE, des associations d'élus, Bruded par exemple, une association d'élus de Bretagne, sont venus faire des visites. Il y a eu de nombreuses conférences organisées aussi par l'entreprise de terre. Tout ça pour dire que l'ensemble de l'enjeu en fait, de ces différents chantiers emboîtés les uns les autres repositionne en fait, le rôle de l'architecte dans un rôle de médiation, de transmission, d'apprentissage. Donc il y a toutes ces différentes fonctions qui se mettent en place un peu pour aplanir aussi, voilà, l'idée d'atterrir, elle est aussi là-dedans, aplanir ou en tout cas nous positionner, nous, dans un rôle, dans une chaîne d'acteurs, quoi. Acteurs dans une chaîne d'acteurs, aussi dans une position de négociation. Si je retiens les quelques outils que vous avez donnés, donc le temps, le corps, la connaissance des règles et surtout leur réécriture, l'expérimentation, la preuve par l'exemple, et la médiation, la transmission, ou en tout cas de nouvelles missions, ou le recalibrage de certaines missions. Alors évidemment, tout ça, ça questionne malgré tout l'implication formelle que prennent ces nouveaux... je n'aime pas trop dire nouveau, mais en tout cas, c'est déplacement. Voilà. Quelle est l'implication formelle, quelle est l'implication esthétique, quelle est l'implication spatiale, et notamment quand on pense que le projet sera mis en œuvre par des gens qui sont non sachants, encadrés mais non sachants. Donc on en vient à ce deuxième chapitre, ambiance et esthétique. La question qui se pose et qui doit être posée quand on utilise des matériaux bio et géosourcés, c'est la capacité à retranscrire des caractéristiques qui peuvent être imperceptibles à l'œil nu, une qualité d'hygrométrie, je vais y arriver, d'hydrométrie, des qualités de confort qui vont découler de l'utilisation de ce matériau, mais qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors comment on leur donne une image, puisque finalement c'est le travail des architectes que d'imager des conditions. Alors,
peut-être dire un mot avant de parler de l'image. En effet, je pense qu'on ne se reconnaît pas du tout dans ce qu'on pourrait appeler l'architecte de papier qui est dans son bureau à distance, voilà, des lieux, du chantier, des personnes qui font les bâtiments, qui les vivent. Et puis en même temps, on revendique totalement le fait que on a un métier où on doit composer l'espace, on doit le dessiner, les choses s'organisent et en tout cas, à l'agence, on est très attaché dans cette ambivalence de faire projet avec tout ce qui vient d'être dit précédemment et en même temps de revendiquer notre position d'architecte et nos outils. On a parlé de la maquette. Là, on parle plutôt du dessin, de la force du dessin, qu'il faut savoir en effet, qui a très probablement pris beaucoup et trop de place. En tout cas, pas toujours dans le bon sens du terme dans les dernières années. Là, c'est un projet à Saint-Émilion-de-Blain, entre Rennes et Nantes, un restaurant scolaire. Vous avez la partie du réfectoire à gauche et puis à droite le centre de loisirs, en fait, qui est un projet qui est un peu l'occasion de requalifier la relation entre la cour et puis la rue, entre l'école et l'espace public. Et bon, voilà, on a des éléments qui sont très aériens, qui sont le réfectoire, et puis ici un intervalle non bâti qui qualifie l'entrée de l'école, dans lequel les enfants sont abrités, et puis des pièces en terre, bien ancrées au sol, assez lourdes. Donc le dessin, il a aussi cette force d'exprimer les choses, d'exprimer une intention. D'exprimer l'intention d'une part, et puis aussi de laisser place à l'imaginaire. C'est-à-dire que, et là on est vraiment dans un peu cette double lecture entre des choses qui sont finement posées, enfin en tout cas de notre ressort, et puis chacun peut se projeter aussi dans cet imaginaire du dessin et dans ses matérialités. Et pour revenir un peu au thème terre à fibra biogéosourcée, c'est pour nous aussi là l'occasion de quelque part s'emparer de qualités qui étaient un peu perdues ou qu'on essayait de retrouver, de pesanteur, de rapport au sol ou de légèreté. Et le dessin permet d'exprimer ces choses-là. Finalement, sans appuyer sur le caractère terre de ces grandes parois, on revient à des fondamentaux de l'architecture, porter un toit, alléger une couverture, dessiner un mur plein, etc. En terre ou en autre chose. Merci. Alors, je pense que j'ai pris la question un peu différemment sur le côté impalpable. La dimension impalpable, elle est sur le confort, elle est sur la sensualité. On en a parlé tout à l'heure, mais le toucher de la matière. L'apprentissage, vous en avez parlé tout à l'heure. Là, c'est un chantier école pour une maison en paille avec un enduit terre. Et donc, on a fait les enduits terre, un chantier école. Ça veut dire qu'il y a des professionnels de la construction, c'est pas tout public, qui sont venus pour, pendant une semaine, apprendre à enduire. Et donc, vous avez un artisan, c'est un maçon à gauche qui n'avait pas encore travaillé la terre. Et à droite, c'est Étienne qui est du collectif Moonwalk aussi. Donc l'idée, c'est aussi de partager. Il y a cette dimension. Et voilà, en fait, cette maison, elle est très confortable. Quand on y habite, il n'y a presque pas besoin de la chauffer parce qu'elle est orientée, elle est bien orientée. Et puis la paille et la terre offrent un confort hygrométrique en fait qu'on n'imagine pas tant qu'on l'a pas vécu. Et le fait que aussi les propriétaires, enfin les futurs habitants, aient mis la main à la pâte, ça leur offre, il y a cette dimension impalpable qui est l'appropriation de son futur lieu de vie. Et ça, c'est aussi important, de mettre la main dedans sans remplacer l'artisan. Chacun garde sa place, mais de partager cette expérience et ça apporte au lieu une autre aura qui est le confort, mais qui est aussi tout ce qui se passe autour avant. Oui, moi je m'étais dit qu'en fait le chantier école concernait les futurs habitants et qu'un moyen donc de transmettre les qualités impalpables de l'usage de ces matériaux, c'est de les faire participer en effet à la construction de leur lieu de vie. Tu voulais intervenir ? Alors je l'ai peut-être pris encore différemment la question. Toujours sur le centre Beautour en Vendée. Photo de gauche, c'est une photo de Sergio Grazia. Et puis à droite, c'est les détails
détail archi du DCE. C'était un peu pour montrer qu'on n'avait jamais réussi finalement à montrer ce projet, avant qu'il soit réalisé. C'était impossible, que ce soit en perce concours, que ce soit en façade, que ce soit en détail, finalement, on ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Et il n'y a qu'à la fin, la réalisation, et puis évidemment avec des photos assez magiques, là, que ce soit, qu'ont pu faire Sergio ou Stéphane Chalmot, qu'on a eu finalement des rendus ou une image complètement différente de ce qu'on avait eu. Et il y avait finalement, pour nous, c'était quasiment impossible d'exprimer une forme, la dimension impalpable était impossible à exprimer compte tenu de cette matérialité naturelle qui est impossible à dessiner. Mais c'est vrai que c'est des discussions aussi qu'on peut avoir avec des paysagistes qui disent que c'est hyper dur de représenter le paysage, par exemple, en dessin, en plan, en image, et qu'il n'y a que les réalisations qui permettent de le montrer. Et voilà, c'était le parallèle entre le détail et puis la réalisation à côté qui exprime complètement des choses différentes. Est-ce que tu peux raconter du coup comment vous avez fait sur le chantier? C'est-à-dire que c'est... Alors le détail... Le détail, en fait, on est allé voir, en concours, on est allé voir très vite des chaumiers en Brière et en l'occurrence Patrick Le Goff, qui était artisan chaumier, qui faisait partie de la NCC, donc l'Association nationale des couvreurs chaumiers. Et donc, on l'a mis assez vite dans l'aventure dès la phase concours parce qu'on n'y connaissait rien. C'est de la maquette, du coup, qui permet de modéliser. Au début, c'est maquette et puis dessin avec lui, ouais. Et ensuite, en études, on a continué. Il a fait un prototype et puis l'appel d'offres, ils étaient 2 chaumiers à répondre. Le deuxième, c'est Patrice Leray, je crois, qui a répondu, qui était avec Formacis sur le bâtiment qui est derrière nous. C'est la guerre des chaumiers d'ailleurs à l'époque. C'était assez drôle. Ils n'étaient pas du tout d'accord notamment sur les filières, parce que Patrice Leray se fournissait en Pologne, Le Goff en Camargue, il tenait à avoir des artisans de Brière, etc. Bon, c'était assez drôle. Et donc il a eu le chantier et ensuite on a continué à évidemment travailler avec lui en exé, puisque lui il dessinait pas forcément, donc on faisait les dessins, puis c'est lui qui les validait. Et après ça a été sur site, et puis il y a eu ces histoires avec le CSTB, avec les pompiers et le bureau de contrôle pour faire les maquettes au CSTB. Ouais. Mais c'est vrai que lui-même, alors si je peux continuer l'histoire, mais comme il n'avait jamais non plus fait de façade verticale, il est allé aux Pays-Bas se former avec des collègues chaumiers pour voir comment ça se posait, puisque c'est une technique dite hollandaise, donc de vissage de bottes de chaume sur du voligeage. Donc en fait c'est un voligeage comme on fait du zinc, donc en planche. Et en fait c'est des vissages de bottes. C'est pas le tressage avec les petites sangles autour du chevronnage. Justement. Alors nous on a choisi cette photo pour faire le lien un peu entre la question de l'ambiance et de l'esthétique et sur la dimension impalpable. Alors c'est vrai que les matériaux biosourcés et géosourcés, il y a toujours un lien assez fort avec la notion de bien-être, en plus de l'impact carbone, et cette idée que c'est des matériaux sains, finalement souvent des matériaux naturels, et qui vont participer du confort des bâtiments, l'inertie, d'avoir une ambiance assez saine. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de la terre crue, et tu en parlais tout à l'heure sur la régulation hygrothermique de l'ambiance du bâtiment. Dans le cas de l'école de Bollon, alors là c'est la bibliothèque, mais on peut imaginer que dans les salles de classe, quand il y a 30 enfants qui arrivent après la récréation, qui arrivent tous ensemble bien énervés, ça dégage une vapeur d'eau assez importante. Et là, pour le coup, les qualités de régulation hygrothermique de la terre sont hyper importantes, comme l'inertie que ça peut apporter en fait l'été quand il fait vraiment chaud, notamment dans le cas d'une construction en ossature bois. Il y a vraiment cette complémentarité et l'idée de mettre le bon matériau au bon endroit. Après, là, ce qui nous intéressait dans ce volume-là de la bibliothèque, ce petit programme, c'est cette notion de déphasage qui est particulièrement intéressante.
pour cet usage-là, parce qu'en fait, c'est un espace qui est en fait un lieu calme, qui est un volume sous le préau, le grand préau de l'école, et qui permet aux enfants en fait, de se mettre un peu à l'écart, une espèce de parenthèse calme, un lieu de lecture, ou tout simplement pour préparer un exposé sur le temps scolaire. Donc il y a l'idée de se mettre dans un cocon, dans un autre endroit. Et ce déphasage un peu thermique et aussi le climat, en fait, l'idée d'un matériau climat, de contrôler cette ambiance, participe grandement de l'état d'esprit dans lequel peuvent se mettre les enfants quand ils rentrent dans cet espace. Et ça, c'est aussi à mettre en lien avec ce matériau, cette lumière un peu dorée que crée l'enduit en terre de cette bibliothèque, qu'on voit sur cette photo, qui est une photo de chantier, où on voit bien l'eau qui est absorbée, qui est là, et la lumière qui peut résulter aussi de la couleur du matériau, qui est ici associé, l'enduit associé avec un peu de chaud pour un peu rendre que ce soit un peu plus clair, notamment pour qu'il soit assez lumineux. Et donc en fait, il y a un côté assez brut et assez feutré en même temps, et c'est ça qui est intéressant dans l'ambiance que crée, enfin, assez chaleureuse, et qui crée en fait une relation assez positive à ce lieu-là. Voilà. Donc ce que je retiens de ce que vous nous répondez sur cette question de l'illustration, en tout cas l'incarnation des capacités de ces matériaux, c'est que souvent elles se révèlent à l'usage. En tout cas, on a des difficultés, ou en tout cas on essaie de les représenter avec nos outils habituels d'architecte. Parfois on les met en valeur, parfois on n'y arrive pas. Parfois on refuse de les mettre en valeur pour ne pas appuyer sur l'usage de ces matériaux-là, mais sur d'autres qualités de l'espace. Mais en tout cas, ce qui va révéler leurs compétences, c'est l'usage, l'expérimentation qu'on en a fait dans des projets plus anciens, dans des lieux qu'on aurait visités, et puis après mettre les futurs usagers en situation à l'intérieur du lieu pour en prendre la mesure. La question d'après, elle est encore plus franche. On a vraiment tout le temps besoin de les voir, ces bâtiments, ces matériaux-là. Est-ce qu'un bâtiment qui les utilise est obligé de construire sa cohérence architecturale sur la visibilité de ces matériaux? Et est-ce qu'ils ne doivent être que la seule justification de leur qualité architecturale? Question difficile, j'avoue. Alors, bon, nous on répond a priori non. Après, on va pouvoir nuancer un petit peu. C'est vrai qu'on va dire qu'on n'a pas d'entrée dogmatique. On n'en a pas parlé tout à l'heure, on aurait pu le faire en introduction. C'est vrai que nous, on n'a jamais pris les matériaux biosourcés comme une finalité, mais toujours comme un préalable. C'est pas ce qu'a porté la création de l'agence, c'est pas, on va dire, dans les fondements même esthétiques, architecturaux, spatiaux. Pour nous, on a pris ça depuis le début un peu comme une évidence. On fait avec, c'est une donnée parmi d'autres. Mais par contre, on va s'appuyer sur des caractéristiques propres des matériaux qu'on va essayer un petit peu de sublimer. Donc c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure, le bon matériau au bon endroit. Bon, alors ça, c'est une photo justement d'une école dont on est en train de terminer le chantier en Mayenne, finalement, qui est encastrée dans les contreforts du bourg. Donc c'est vrai que toute la partie de soubassement d'infra en béton est particulièrement nécessaire, mais surtout, elle va aussi nous donner une forme de soubassement assez franche sur le bâtiment, et qui va contraster, on va dire, sur toute la partie supérieure. On va chercher à exalter davantage, on va dire, l'élancement du bois, avec notamment ces arbalétriers qui nous permettent de franchir les grandes portées du gymnase, des salles de classe sur 13 mètres à peu près. Et de la même manière, la question du vitrage, de la vue, des transparences entre ces arbalétriers et ces poteaux est aussi mis en valeur. Donc, ça ne fait pas que la cohérence, et en même temps, on va s'appuyer sur la qualité de ces matériaux pour les mettre en valeur. Et puis le deuxième point, c'est peut-être le fait aussi que l'emploi de matériaux bio et géosourcés pour nous est essentiel, évidemment, mais ça ne doit pas mettre de côté tout ce qui est inhérent à notre métier, c'est-à-dire le rapport à l'existant, la question de l'insertion urbaine,
les parcours publics, notamment autour d'équipements publics, la manière dont on arrive sur ces équipements. On a parlé évidemment des qualités spatiales, on ne le voit pas sur la photo, mais les salles de classe à l'intérieur. La question des vues, des lumières, bien évidemment. Donc on va dire que ça participe, c'est au démarrage, mais ça ne met pas de côté tout ce qui est intrinsèque à notre discipline. Oui, je pense que cette question de l'assemblage et du bon matériau au bon endroit, c'est quelque chose d'assez présent dans l'ensemble de la production qui mobilisera ce type de matériaux. Alors soit en logique d'assemblage, soit en logique de superposition. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans des logiques de superposition, où chaque matériau aura en effet sa lisibilité propre et gardera ses compétences techniques. Alors, ce n'est pas un projet de l'agence. Non, là, c'est une borie en Lozes, en Dordogne. Alors, borie, c'est le nom touristique, mais ce sont des cabanes en pierre, en gros, dans les champs, et qui servaient d'abri. C'était les pierres que quand on travaillait dans les champs, il y avait les pierres qui gênaient. Elles étaient réutilisées soit pour faire des murets et parfois des abris. Donc, c'est ces abris qui sont assez magnifiques, qui se fondent dans le paysage et qui sont archétypaux. Et donc cet archétype, en fait, c'est pour dire que nous, on part souvent du matériau, plutôt biosourcé ou géosourcé ou de réemploi. Mais ça peut aussi, pour répondre à la question, ça peut être l'unique support de la cohérence à partir du moment où on le prend sous toutes ses dimensions. Et les dimensions, c'est le rapport au site et la réponse à un usage avant tout. Donc après, on peut très bien, c'est la question du travail de l'architecte. On peut faire un très bon projet avec plein de matériaux, mais on peut aussi faire avec un seul matériau un très mauvais projet. Enfin voilà, il faut qu'il y ait évidemment le travail de l'espace, de la lumière, des ouvertures, des connexions, des entrées qui est indispensable. Et pour nous, la matière, elle peut être le support de cette histoire, de cette itération, mais évidemment autour, il faut qu'il y ait tout ça, et la question aussi des savoir-faire, de ce que ça tisse sur le lieu. Et puis là, on est sur un bâtiment où le mur et le toit sont dans le même matériau. On peut le faire en chaume, mais c'est finalement assez rare. Et puis de toute façon, on a beaucoup de complexité. Donc la question du bon matériau au bon endroit est indispensable, et on n'a pas toujours des ouvrages qui nous permettent d'avoir la radicalité qu'on a en face de nous. Et il y a un sujet aussi qui est important, c'est la notion de poésie. La question de ce que génère un matériau ou une construction dans un site, elle génère une certaine poésie qui est importante dans tout projet et qui fait la qualité de tout projet, presque au-delà de son matériau. Bon, j'ai compris la question à l'envers encore, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai compris cohérence comme homogénéité, et du coup je voulais montrer un assemblage de matériaux un peu hétérogènes. Et c'est un projet qu'on a livré il y a un peu plus de 10 ans maintenant, en 2010 à Rennes, où la commande c'était un concours où il fallait plutôt faire un projet signal, puisque c'est un bâtiment existant qui montrait son pignon. Il y avait des visiteurs qui arrivaient, qui faisaient demi-tour parce qu'ils ne comprenaient pas où ils étaient. Et donc la commande principale, c'était de faire une grande salle d'expo de 400 mètres carrés avec une façade signal. Et donc de la même façon qu'on a pu le faire quelques années plus tard à Beautour, on est allé voir sur des techniques traditionnelles, vernaculaires. On a découvert des façades et des toitures en bardeaux qu'on a voulu réinterpréter de manière contemporaine avec un jeu géométrique là, sur cette façade, et puis une sorte de grosse boîte dont vous voyez un détail porté par des poteaux en châtaignier porteurs. Donc avec un jeu comme ça entre justement archaïque, on en parlait tout à l'heure, et puis des choses plus savantes, et qu'on a prolongé à l'intérieur avec cette grande boîte qui est toujours portée par ces poteaux troncs, et un jeu d'assemblage assez hétérogène en fait, mais dont on estime qu'il marche plutôt pas mal. Oui, c'est-à-dire que d'être raisonné et raisonnable n'empêche pas de se faire aussi plaisir dans la manipulation des objets, des dispositifs, des matières. On est quasiment dans le collage en fait, la matière. Alors nous, ce qui nous intéressait dans ce projet-là, et ce qui nous intéresse un peu d'une manière générale d'ailleurs dans les différents projets peut-être d'école qu'on a pu faire, c'est cette connexion en fait entre le dedans et le dehors, voilà, qu'on peut fabriquer au travers aussi
on va dire, d'une reprise en main de la notion de programme. Alors, notion de programme qui est sur cette photo, c'est assez fort parce que ce qu'on voit au premier plan, c'est quelque chose qui n'était pas programmé au départ, qui n'était donc pas financé non plus dans le programme des élus, qui sont donc ce grand préau couvert, qui est une cour de récréation couverte en fait, et puis la petite bibliothèque qu'on a vue tout à l'heure en photo côté intérieur, qu'on voit là sur la droite de l'image. Espace libre dans lequel les enfants vont donc pendant le temps de l'école ou pendant le temps de la récré. Donc dans cette relation du dedans au dehors ou du dehors au dedans, ce qui nous intéresse, c'est ces emboîtements aussi d'échelle, notamment spatiale, architecturale, mais aussi d'ambiance et de différents climats. L'idée de traverser aussi différents climats dans la liberté qu'ils offrent. Là, dans une école, c'est assez clair dans ce que ça peut aussi offrir comme liberté pédagogique, à la fois pour les enseignants et pour les enfants, que de faire classe dehors, etc. Et le matériau terre crue, c'est un moyen, en fait, pour arriver à travailler cette relation de qualité entre le dedans et le dehors. Finalement, c'est un peu l'idée que le matériau accompagne, en fait, mais parmi d'autres, matériaux qu'on voit d'ailleurs sur les photos, que ce matériau, comme un peu un matériau paysage, accompagne cette relation. On ne sait jamais trop si on est dedans, si on est dehors, aussi au travers de cette matière au plan sensible. Je ne sais pas, on a tous fait l'expérience de rentrer dans une grotte. Je pense que c'est à peu près cette expérience-là avec ce matériau terre crue. On ne sait jamais trop, quand on est à l'intérieur, quand on est à l'extérieur. Il y a effectivement la question du déphasage thermique qui est tout le temps très fort. Et puis aussi cette relation vraiment à la matière qui est comme une forme de dehors à l'intérieur, quoi. Merci. Alors, ce que je retiens de ce chapitre sur la question des ambiances et de l'esthétique, mais peut-être que le public nous dira qu'il aura retenu complètement autre chose, c'est que finalement, le matériau ne se suffit pas à lui-même. Et on reste encore une fois sur les fondamentaux de l'architecture. Le travail est beaucoup plus compliqué que ça. Alors justement, le dernier chapitre que je voulais vous proposer d'investiguer est la question de la culture constructive des architectes, des cultures constructives à reconquérir, etc. Alors, on va essayer d'explorer des réponses un peu différentes à la première fois où j'ai posé la question. On va voir. Qu'est-ce que la mise en œuvre des matériaux biosourcés exige des architectes du point de vue des cultures constructives? Alors ça, c'est une photo, c'est la photo d'un chantier, de notre premier chantier. On était en collectif, on n'était pas encore installé. Ça faisait pas très longtemps qu'on était sortis de l'école. Et on a fait un sol en terre crue au milieu des vignes, dans un pigeonnier qui ressemble plutôt à un manoir d'une propriété viticole. Et voilà, on s'est dit on va récupérer de la terre du site, on va la caractériser et on va essayer de bien la doser avec le maçon que vous voyez à gauche de l'image pour en faire un sol en terre crue qu'on va couler. À droite, c'est encore Étienne, mais parce qu'on a participé au chantier, on l'a fait nous-mêmes avec le maçon et puis il y avait une association qui était Maison Paysanne de Dordogne qui nous a donné la main aussi. Et ce qui était intéressant donc sur cette question, c'est que là, l'architecte, il doit encore une fois expérimenter, essayer pour comprendre la matière, mettre la main. En fait, ça on dessine plus pareil en fait quand on essaye et puis quand on suit les chantiers, même sans essayer, en restant à notre aussi place d'architecte, sans remplacer l'artisan bien sûr, mais on dessine plus pareil après. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est comment on apprend après à dessiner une fois qu'on a touché la matière. Et voilà, ça nous a vraiment guidés. Et là, le sol, on l'a fait 3 fois parce qu'il y a eu des fissures qu'on a mal caractérisées, qu'on ne savait pas trop bien faire, mais c'était une très belle expérience qui a été assez constructive comme socle pour le collectif et sa pratique. Je crois que l'expérimentation in situ de l'architecte à l'œuvre, c'est quelque chose que vous partagez. Alors peut-être différemment. Pêle-mêle, j'ai mis plusieurs diapos anciennes ou plus récentes. Effectivement, d'un point de vue des responsabilités de l'assurance, on est sachant, mais en fait on n'est pas très sachant. Souvent on n'y connaît pas grand-chose.
Et moi, que j'ai commencé il y a quelques années, j'ai l'impression de toujours pas savoir grand-chose. En tout cas, en haut à gauche, là, c'était il y a 15 jours, on est allé sur... j'étais avec Maglone de l'agence, on est allé sur un chantier qu'on a en ce moment en bois-paille à côté de Chambord, qui est un gros truc, un collège, qui est un de nos plus gros projets en ce moment, enfin en tout cas en biosourcé, et puis avec des planchers mixtes bois-béton, et on s'est pris une leçon de structure. Là, on a discuté avec le charpentier qui était en train de mettre en place des petits connecteurs, là, qui sont les tubes noirs, je ne sais pas si c'est visible sur la photo. Et puis il nous a expliqué comment ça fonctionnait en traction, etc., avec le béton. Enfin bon, c'était assez impressionnant, mais je ne sais pas si j'ai compris ce qu'il m'a dit, mais en tout cas j'ai trouvé ça assez incroyable. En bas à gauche, toujours beau tour avec Patrick Le Goff en action, là, qui est en train de poser les bottes de chaume et les visser sur le voligeage. Au milieu, c'est un vieux projet qu'on a réalisé à Montsoreau, donc on est entre la Touraine et l'Anjou, en pierre porteuse de tuffeau. Et là, de la même façon, on avait présenté le concours, on ne pensait pas que ce serait possible, et puis on a rencontré un maçon qui était assez incroyable, qui nous a fait une façade porteuse. Enfin, toute façade et puis des retours en tuffeau massif. Là, et c'est vrai j'aimerais bien refaire ce genre de truc. C'est pour ça que je l'ai remis. C'est un projet que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. On l'avait un peu perdu dans notre tête, parce qu'il a presque 15 ans. Et puis à droite, encore du roseau, alors une autre technique. Là, seulement en couverture à Saint-Pabu pour une école bas carbone. Et puis voilà, j'aime bien le geste il y a un lancer là, un peu technique là du. Alors c'est gestionnaire, mais j'aurais dû mettre le geste. Je sais pas, j'ai un peu déconné dans la. Non, mais c'est moi qui ai mal écrit. Voilà, il y a un compagnon qui est en train de lancer une botte de roseau à Patrick Boujard, donc qui est un chaumier là qui va le positionner sur la toiture. Ouais. Bon voilà, c'est pour dire qu'on doit rester un peu humble par rapport à ça, et puis qu'il n'y a plus de batterie sur l'ordi. Faut récupérer. En tout cas, l'architecte, toujours qui fait corps avec le lieu de la mise en œuvre, en tout cas, hein, qui ne fait pas que passer, qui reste, qui s'implique parfois en responsabilité, évidemment, hein, en gardant bien les... Okay. Donc voilà, l'architecte qui prend place à l'intérieur du chantier. Moi, j'avais envie de remettre, mais peut-être on pourra en reparler, la question de la place de chef d'orchestre. Alors vous restez chef d'orchestre, mais peut-être que vous descendez un peu de votre piédestal et que vous acceptez aussi d'apprendre des autres sachants qui sont sur le site. Mais malgré tout, vous avez quand même une responsabilité sur le site. Et peut-être qu'au lieu de chef d'orchestre, on va plutôt parler de synthèse. Votre art, c'est plutôt celui de la synthèse et d'accepter que chacun a sa place. Une autre mission, une autre façon de voir les choses chez Vittorel et Moret. Ouais, c'est une photo de chantier, c'est une photo de l'Art des Pas d'ailleurs. On avait fait une visite. C'est la photo inversée de tout à l'heure où on était dans le cheminement là, qui mène vers le clocher de l'église. On est dans une école d'architecture, alors c'est vrai qu'on a montré beaucoup de photos de chantier. Peut-être que pour nous c'est quelque chose qui va de soi ou c'est un implicite, mais ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que, nous en tout cas on aime le chantier à l'agence. C'est pas un moment qui est, on va dire, linéaire, évident. En tout cas on considère que le projet ne s'arrête pas quand on consulte les entreprises. Et il ne s'arrête pas non plus quand on livre le bâtiment, ça, certes, mais en tout cas les architectes, on doit apprendre à aimer le chantier et y être parce que le projet se prolonge, la conception se prolonge pendant le temps du chantier. C'est assez fascinant de voir à quel point finalement les choses se réorganisent, se redessinent. Nous, on est assez frappés de voir aussi avec tout ce dont on parle là, la vitesse de formation des entreprises. Ils sont beaucoup plus organisés que nous. Nous, on est plutôt des bricoleurs et on n'est pas dans un pays où les agences sont très, très, très structurées, on va dire, en termes de
d'organisation. C'est assez familial, hein, je pense, finalement. Et les entreprises, elles, voilà, elles ont des plans de charge. Et c'est assez incroyable comme les filières se structurent. Et comme disait Hervé, quelque part en retour sur les chantiers, de quelle manière ça nous remet aussi une place assez humble, finalement, d'apprendre avec elles. De négocier aussi. Tout à l'heure, on montrait l'atelier de maquette. C'est aussi, nous, une manière de... La pédagogie sur le chantier à 2 niveaux, elle est super importante. La pédagogie, ou en tout cas la discussion avec les entreprises. Sur les chantiers, on amène les maquettes, on amène les prototypes, et on est comme ça en échange avec les entreprises. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de demander à un artisan de construire un truc qu'il ne comprend pas, ou en tout cas dont il ne comprend pas les objectifs. Donc nous, on prend énormément de temps, même si parfois ça paraît un petit peu difficile, mais d'expliquer les projets et pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là, pourquoi un bâtiment se décroche de l'existant, pourquoi est-ce qu'il va être ossature à tel endroit, etc. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous. Et puis, une pédagogie aussi à un autre niveau pour la suite, c'est-à-dire que nous, voilà, on n'a pas la prétention de changer le monde avec quelques équipements publics, même si voilà, on met tout notre cœur. Mais en revanche, on pense qu'il y a quand même un truc, il y a une bascule qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que voilà, y a pas mal, les lignes sont en train de bouger. Et là, c'était une journée avec l'Art des Pas. Et c'est vrai que le fait de visiter ces bâtiments, ces chantiers où les choses sont très lisibles, c'est-à-dire que du coup, c'est assez palpable, en effet, que les choses sont en train de se faire. Parce que visiter un bâtiment en bois paille qui est bardé, quelque part, c'est assez abstrait. On ne comprend pas forcément ni comment ça a été fait, ni comment ça a été conçu, ni comment toute cette aventure-là. Alors que le chantier, c'est un moment où finalement on peut transmettre beaucoup de choses et peut-être susciter l'envie à des collectivités et peut-être à des privés aussi d'enclencher le pas sur une autre façon de concevoir et de construire. Oui. C'est-à-dire réinvestir le chantier, s'auto-former, se former auprès des artisans, former aussi les autres acteurs du projet qui sont par exemple les riverains, les initiés, et compter sur eux aussi pour développer l'usage de ces matières-là. Les bureaux de contrôle. Les bureaux de contrôle, toute la chaîne. Et bien justement, l'ensemble. Donc nous, c'est exactement ce qu'on voulait illustrer aussi avec ces photos-là, en fait, toujours dans le cadre du chantier de Bollon, où on l'a expliqué tout à l'heure, la question de l'implication pendant la phase chantier de l'architecte, mais aussi cette notion du tiers chantier, c'est-à-dire de former des gens, une ouverture culturelle en fait autour d'un matériau qui a été particulièrement présente à Bollon. Il y a vraiment une dynamique qui s'est créée autour de l'événement un peu chantier-terre, mais aussi un peu la diffusion un peu des connaissances et des acquis qu'on a pu avoir sur ce chantier. Et c'est en ça où c'est une démarche qui nous paraît un peu fondamentale, c'est-à-dire la question de l'ouverture, la démarche d'ouverture en fait, et de communication. Donc là, ça illustre un peu des visites de chantier, des conférences qui ont pu être organisées par Brudette, par Abibois, enfin voilà, des associations qui sont aussi emparées de ce sujet-là. On a je crois 2 acousticiens qui sont venus visiter le bâtiment, faire des tests acoustiques sur ces murs en terre. Donc c'est aussi permettre ça en fait. Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe après le chantier? Ça ne s'arrête pas à la réception. Et je pense que voilà, on est là ce soir pour aussi communiquer sur ces expériences-là. Voilà, c'est un peu la question du chantier ouvert, mais pas que quoi. Ce qui est frappant, c'est que voilà, la construction est un sujet. La manière dont ça tient, dont ça s'assemble, on passe du temps, on prend du temps, on veut prendre du temps pour se former, pour continuer à se former, pour expérimenter soi-même, etc. Je dis ça, ça peut paraître une évidence, ça ne l'était pas il y a encore quelques temps pour les architectes. Alors, dernière question pour se dire que justement, on s'est occupé du Grand Ouest et des architectes dans le Grand Ouest, mais peut-être que ces questions
de matière, de mise en œuvre, de raison autour de la pratique et de la construction, au sens de raisonnable, voilà, faire attention à ce qui est là, s'ancrer dans un territoire, donner une forme à cette manière de s'attacher à un lieu, de mobiliser des ressources. Tout ça n'est peut-être pas seulement lié à la pratique architecturale, mais vient peut-être d'ailleurs, d'autres disciplines, en tout cas chez vous, qu'on interroge aujourd'hui, et peut-être même au-delà du Grand Ouest. Alors, qu'est-ce qui vous inspire au-delà du Grand Ouest? Alors, on a voulu répondre avec, voilà, en s'ouvrant un petit peu. C'est vrai que on relie aujourd'hui l'histoire de l'architecture avec finalement une époque assez courte du béton armé, hein, finalement moins d'un siècle, mais qui ont quand même clairement bousculé nos cultures et aussi des questions spatiales et esthétiques. Pour ça, on a repris quand même des fois des extraits de William Morris, voilà, qui, il y a 150 ans, exprimait des choses qui trouvent un écho assez fort aujourd'hui, notamment sur les questions esthétiques, évidemment, liées à l'artisanat, aux cultures constructives, et puis aussi au plaisir au travail. Évidemment, on a parlé des difficultés. Je pense qu'on entend souvent toutes les difficultés auxquelles on peut faire face au quotidien dans les agences, mais voilà, on essaie aussi de dépasser ça. Les projets que vous avez montrés, les questions d'ambiance, de confort qu'on peut ressentir, et le plaisir aussi qu'on prend à travailler à l'agence nous permettent de continuer avec optimisme. On pense que c'est important. Plus récemment, Simon Tessou, qui d'une autre manière reformule la question aussi de l'assemblage des matériaux pour arriver finalement à un haut niveau d'exigence sur la notion de confort. Je pense que c'est quelque chose là qu'on partage tous et qui devient aujourd'hui un vrai paramètre de projet. On n'a pas mis des images, mais c'est vrai qu'il y a des pratiques, des architectures qui nous influencent de toutes parts à l'échelle internationale. Je pense que le Vorarlberg nous a beaucoup marqué, notamment quand on était étudiant. Si on regarde aujourd'hui sur la scène nationale, plus récemment, on se trouve nous très proches, par exemple, d'architectes comme Régis Roudil, qui finalement vont avoir finalement un même type de réflexion, mais transposé sur un autre territoire, autour d'Aix-en-Provence, avec la pierre. Mais finalement, on se reconnaît. Enfin, il y a un écho assez fort dans nos recherches ou dans notre quête d'architecture. Et puis la dernière, c'était un peu en forme d'ouverture. Déjà parce que le titre, c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout le temps. C'est pas du territoire au détail, c'est un peu plus complexe que ça. Mais par contre, ce qui nous intéressait, c'était la question quand il parle d'évolution des besoins sociaux et qu'il nous ramène peut-être à l'essence même de notre métier, à la finalité de notre métier, que nous on revendique clairement comme social. Donc d'abord évidemment pour les usagers propres du bâtiment, qu'on essaie d'intégrer au maximum dans la conception de nos projets. Alors pas tout le temps, l'idée c'est pas qu'ils dessinent avec nous, mais par contre qu'on leur propose des bâtiments qui leur correspondent complètement. Mais plus généralement, c'est aussi tous les habitants, par exemple là d'un village, qu'ils aient le temps, notamment on parlait des visites, qu'ils puissent s'approprier le bâtiment, parce que ça va quand même modifier leur cadre de vie, même si c'est pas immédiat sous leur fenêtre, ça va quand même transformer leur pratique au quotidien. Mais on pense que cette prise en compte de l'évolution de leur cadre de vie est assez importante et on doit pouvoir les accompagner. En tout cas, nous, c'est une des missions qu'on se donne. Et puis, plus largement, on parlait du tissu économique et des entreprises. Tu l'as dit tout à l'heure, les entreprises sont capables de se transformer très rapidement. Nous, on est vraiment surpris. On prend du plaisir à visiter des ateliers régulièrement. Et on voit que des entreprises de charpente arrivent à changer intégralement leur table de montage en 2 ans parce qu'ils voient qu'il y a une filière paille qui se développe, parce qu'il y a plus d'appels d'offres. Donc ils engagent aussi une forme d'investissement et eux semblent prêts. Donc vu qu'on considère que ce mouvement qui commence à s'amplifier vers le bio et le géosourcé, on pense bien que c'est l'affaire de tous et on ne pourra pas faire sans ceux qui fabriquent. On peut dessiner, concevoir les meilleurs bâtiments. S'il n'y a pas ces personnes qui sont capables de faire ce qu'on a envie de faire, ça ne marchera pas. Donc c'est tout ce travail, on va dire, de sensibilisation, d'acculturation qui nous prend du temps. Tu parlais tout à l'heure de ce temps non rémunéré, mais qui pour nous sont fondamentaux pour préparer finalement nos conditions de travail demain. Alors c'est un poil paradoxal, mais c'est intéressant. Vous revendiquez la figure de l'artisan, qui est quand même en effet quelque chose qu'on voit se développer
dans les manières de se positionner des architectes aujourd'hui, revendiquer un rapport au corps, un plaisir du travail, comme le définissait Maurice, ou en tout cas une envie de faire par soi-même et de prendre le temps de faire. Et en même temps, se dire que c'est faire, mais c'est pas forcément faire à la place d'eux. C'est pas faire à la place du charpentier, c'est pas faire à la place du chaumier, etc. Donc c'est faire quoi ? C'est concevoir. Ça reste, il me semble, l'hypothèse que je formule, c'est continuer à prendre du plaisir et prendre le temps de bien concevoir à sa place d'architecte. Voilà. L'architecte ne devient pas forcément charpentier. Vous n'êtes pas tous voués à devenir charpentier ou chaumier. Alors là, en fait, je me suis rendu compte que c'était encore le Grand Ouest. Mais c'est tout au nord du Grand Ouest. On est au Havre, mais c'est pour parler de la pratique de Frédéric Denise, Archipel Zéro, qui travaille aussi en banlieue parisienne. Et donc là, je vous présente le Hangar Zéro. C'est un bâtiment qui a aujourd'hui un tiers-lieu, un laboratoire citoyen de la transition écologique, même si il n'est plus l'heure de la transition. Donc on y est dedans, et c'est un écosystème local. On a commencé, nous, dans un tiers-lieu avec plein d'artisans, mais pas que, des amateurs et des gens du quartier qui avaient envie de rencontrer d'autres gens au café associatif. Et ça, c'est une démarche qui est importante. Et là, Frédéric Denise, il s'est mis au service d'eux. On parlait du rôle social de l'architecte. L'architecte, il est au service d'eux. Il rend un service à la société. Et ce qu'on a appris et ce qu'on apprend de Frédéric Denise, et qui n'est pas facile quand on est jeune architecte, c'est que Frédéric Denise, il dit, mais faut-il vraiment encore construire ? Et peut-être pas, parce qu'on peut construire aussi vertueux qu'on veut, en biosourcé, en géosourcé, en réemploi. L'acte de construire est un acte de prédation. Et voilà, se poser la question. Alors c'est un peu douloureux de se la poser, mais il faut se la poser. Et notre rôle, c'est aussi de la poser à nos maîtres d'ouvrage. Quand on a un maître d'ouvrage qui nous dit, peut-être en amont, quand on peut être en amont des projets, je voudrais faire une faisabilité pour construire un nouveau bâtiment public pour ma commune. La question, c'est est-ce que vous n'avez pas ce foncier-là disponible ? Est-ce que vous n'avez pas un bâtiment qui existe et qu'on pourrait réhabiliter ? Peut-être que, effectivement, ça peut coûter un peu plus cher à court terme, mais voilà, je pense que notre rôle, il est aussi de poser cette question. Est-ce qu'il faut encore construire ? Tout à fait. L'usage de matériaux bio et géosourcés ne suffit pas à la transformation de nos manières d'habiter la Terre. Oui, alors nous, on a choisi une référence un peu plus lointaine, un peu pour décentrer aussi le regard sur la matérialité. L'architecte hollandais Aldo Van Eyck, qui a construit beaucoup d'écoles et de logements sociaux, et notamment ce projet hallucinant de 700 petits espaces publics dans la reconstruction d'Amsterdam après la guerre, des espaces qui s'appellent Playground. Alors là, c'est un autre projet qui est un petit peu plus récent, enfin dans le temps par rapport à la guerre, qui est construit en 65, qui est un petit espace public couvert, propre à exposer, en fait, à recevoir des expositions de sculptures. Donc c'est un espèce de dedans-dehors, et dans lequel Van Eyck développe de manière théorique son approche sur ce qu'il appelle la réciprocité. C'est-à-dire que pour lui, le lien entre les formes archaïques, les formes archétypales et l'architecture contemporaine de son époque sont des choses qui sont à mettre en lien. Donc c'est quelqu'un qui a toujours travaillé ce lien entre les différentes formes. Là, en l'occurrence, ce qu'on voit en bleu à gauche, à droite, pardon, sur le plan, la grande forme carrée, c'est un grand toit couvert. Dans l'expo Terra Fibra, il y a beaucoup d'architectures de toiture sous lesquelles viennent des architectures de terre ou de bio ou géosourcées. Donc la question du toit comme forme primitive, d'après lui, c'est quelqu'un qui a été voir chez les Dogons ou dans les architectures autoconstruites comment les choses se font. Et puis en dessous du toit, il y a une espèce de couche basse qui représente pour nous ce qui peut s'apparenter à l'époque à être ce qu'on pourrait décrire la frugalité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est du parpaing, ce n'est pas un matériau bas carbone, mais pour autant, c'est une matière à nu qui, comme le matériau terre crue que nous, on a pu mettre en œuvre récemment, raconte
pour nous la même chose à une époque différente et avec un emploi de matériaux différents, raconte la question du lien en fait à la nudité de la matière dans ce que ça raconte comme enjeu de frugalité. Donc ce travail pour nous enrichit justement ce regard sur la notion de frugalité et permet de relativiser un petit peu la dimension matérielle. Le bio, le géosourcé, c'est pas des réponses uniques, c'est pas des réponses magiques. La terre crue, nous on a eu beaucoup de plaisir à la mettre en œuvre, mais c'est pas pour nous. Elle s'inscrit aussi dans un contexte et dans une époque qui effectivement engage la question du nouveau régime climatique. Et Hervé, tu as commencé, je termine. De gauche à droite. Alors c'est vrai que nous, on est pas mal influencé par l'architecture scandinave, d'une manière générale, un peu, pour avoir fait plusieurs voyages depuis pas mal d'années. Et le projet de gauche, en fait, c'est un vieux projet, c'est un vieux bâtiment de Leverens avec Asplund sur le... Alors je ne suis pas du tout suédophone, donc c'est le Skogårdsgården à Stockholm. Donc c'est la chapelle de ce cimetière-là, qui est un bâtiment assez fabuleux. En fait, il y a des colonnades hyper classiques, toutes blanches, et puis alors justement, ce qui reprend le thème du toit, qui est chapeauté par un toit à 4 faces en bardeaux de bois. Et on trouve ça je trouve hyper intéressant ce mélange justement entre une architecture très savante et puis une technique hyper traditionnelle qu'utilise Leverens là dans ce projet-là. Et puis d'une manière, souvent pas générale, mais souvent dans les architectures contemporaines scandinaves, on retrouve ça dans tout le XXe siècle, ce qui fait peut-être qu'il y a forcément eu moins de déconnexion, je trouve, dans l'architecture moderne scandinave avec le grand public. Et puis les deux diapos suivantes, c'est justement pour illustrer aussi ce caractère-là. Alors ça, Anne-Flore aurait pu beaucoup mieux en parler que moi, parce qu'il est quand même assez fan de haute couture, mais dans les deux cas, Yves Saint-Laurent ou Pierre Cardin reprennent une technique traditionnelle qui est le tricot de grand-mère, et la réinterprètent justement de façon très très contemporaine avec la mariée au milieu et puis la robe Cardin de Cardin en 70. Ça date un peu, mais c'est vrai que finalement, nous on s'évertue aussi un peu à ça, à hybrider ce côté savant et populaire dans les projets qu'on essaie de mettre en œuvre. C'est un peu ce qui nous anime. Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non. Bon, merci. C'était la dernière question, la dernière diapo. Merci parce que je pense, vous nous direz si vous êtes d'accord, mais je pense qu'on a parlé d'architecture et pas simplement de matériaux bio et géosourcés. Et il me semble que c'était important à la fin de cette exposition qui appuie là où il faut appuyer évidemment sur l'usage de matières plus vertueuses, qui appuie aussi sur la responsabilité de l'architecte face à l'usage de ces matières-là. Une responsabilité de concepteur qui est sa juste place. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous offrir, de poser des questions, d'ouvrir le débat aussi sur d'autres pistes qu'on n'aurait pas explorées. Voilà. Si certaines veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez finalement assez peu parlé de vertu environnementale, parce que finalement, c'est pas tellement le débat, et c'est vrai que l'exposition mettait quand même plus l'accent là-dessus. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est que, à travers vos témoignages, travailler avec des matériaux bio ou géosourcés me semble vraiment reposer la question de qu'est-ce que c'est que d'être architecte, puisque on voit que ça vous oblige enfin, ça vous oblige, pas une contrainte, mais que vous vous retrouvez en situation de créer, voire vous impliquer dans les réglementations, de repenser la manière dont vous dessinez, et puis surtout de reconquérir la place sur le chantier qui est quand même très mise à mal en ce moment. Donc voilà, je me demandais si vous, c'est quelque chose dont vous êtes conscient ou pas, le fait que finalement vous renouez un peu avec l'essence de votre métier, ou si c'est de toute façon la manière dont vous envisagez de travailler. Mais je pense que rien que l'implication aussi dans les filières, quand on travaille avec des matériaux carbonés, je pense qu'on n'a pas cette relation aux filières. Donc c'est quand même un retour aux sources que je trouve assez salutaire, quoi.
C'est moi qui ai le micro. Je ne sais pas. Oui, bah je peux que dire oui à ce que tu as dit. Oui, alors implication avec les filières, c'est vrai qu'on... enfin, en tout cas, oui, c'est notre cas avec le roseau. C'est vrai que je ne sais pas si on l'aurait fait avec le béton, mais ceci dit, quand on a démarré, ça fait pas mal d'années, on a aussi fait pas mal de prototypes sur du béton. Je me rappelle d'un maçon qui nous avait fait un coulage assez incroyable de béton matricé en motif pierre. Alors, donc c'est vrai que nous, on a eu toujours ce rapport assez proche avec le chantier, en tout cas pas lâcher ça entièrement. Et l'implication, qu'elle soit en matériaux biosourcés plus classiques, on l'a toujours eu, mais oui, enfin, je suis d'accord, c'est assez salutaire en tout cas de ne pas perdre ça dans notre pratique. Mais c'est peut-être plus fort effectivement avec des matériaux ou géosourcés ou biosourcés. Et moi, ce que je trouve, c'est que la démarche qu'on a avec les matériaux biosourcés et géosourcés, de savoir d'où elles viennent, la filière, etc., en fait, on peut l'appliquer aussi aux autres matériaux, en se demandant, oui, on va chez des fournisseurs, c'est la filière plus classique, mais en même temps, d'où vient ce béton, d'où vient le granulat, d'où vient quelle est sa composition, voilà, quel bilan carbone il a, alors sans mettre forcément le chiffre qui va derrière, mais réfléchir aussi sur chaque matériau qu'on met en œuvre, voilà, sa provenance et qu'est-ce qu'il implique en termes de bilan carbone, mais aussi en termes de bilan humain. Enfin, on sait qu'il y a des entreprises, on ne va pas parler du Qatar, mais voilà, je veux dire sans aller aux extrêmes, mais voilà, comment les entreprises aussi peuvent traiter comment les industriels peuvent traiter leurs salariés quand on parle sur des plus grosses entreprises. Voilà, on peut se poser toutes ces questions aussi sur les matériaux qui ne sont pas bio et géosourcés. Et on va encore continuer de les utiliser, ces matériaux, malgré tout. Donc voilà, je pense que ça apprend aussi à avoir cette réflexion. Non, peut-être un mot, c'était peut-être un peu implicite dans la question, mais c'est aussi des économies d'agence aussi qui sont, enfin des implications, forcément, il faut trouver ce temps-là. Donc moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça met un peu à mal la loi MOP. Alors c'est un gros mot, la loi MOP, mais pour peut-être les étudiants qui ne connaissent pas, c'est le cadre qui régit les marchés publics et en gros ce que l'architecte doit faire à telle phase de l'esquisse jusqu'au chantier. Donc il doit dessiner à telle échelle, etc. Et en fait, on voit que peut-être que ces pratiques-là aussi rebattent les cartes finalement sur des échelles qui sont attendues et peut-être c'est à nous aussi de revaloriser quelque part des outils qui ne sont pas forcément attendus ou exigés aujourd'hui dans des contrats ou dans des marchés et que des expériences comme on a vu là finalement parfois se substituent totalement ou partiellement à des dessins conventionnels, même s'ils sont indispensables parce que c'est là où on compose le projet, mais c'est aussi le moment où le métier se réorganise peut-être dans la façon de faire le projet pour aussi trouver le temps de s'engager dans ces filières, dans ces chantiers, parce que forcément, même si c'est passionnant, c'est aussi trouver un peu l'équilibre dans tout ça. Et peut-être que cette réévaluation un peu des outils peut être une voie pour le permettre. Si, ça marche. Juste pour rajouter aussi sur la notion de chantier, comme lieu aussi particulier dans le temps de la conception ou de la prolongement de la conception, on croule, je pense, dans les moments d'étude sous la notion de quantité, de quantifiable en permanence. Et sans doute que ces enjeux aussi de carbone nous renvoient encore à cette couche-là on comptabilise en permanence. Et sans doute que c'est ce lieu du chantier comme plutôt porteur d'un environnement de négociation. On est plutôt dans le négociable que le quantifiable. Et ça, je pense que ça nous fait aussi tous du bien, en fait, tout simplement pour à la fois réfléchir, apprendre, et aussi se dire que dans la conception, il n'y a pas que des éléments de l'ordre du chiffre, en fait. Ouais, je rajouterais aussi qu'on est un peu sur un temps particulier où, en tout cas pour la terre crue, c'est le cas, mais je pense pour d'autres filières aussi, les filières se réorganisent. Il y a un enjeu climatique important. Donc, je
je pense que cette implication sur le chantier, elle n'est pas que des architectes. Vous parliez des entreprises qui arrivent à s'organiser très rapidement, à changer un peu leur mode de faire. Et ça crée, je pense, un contexte un peu particulier justement pour échanger, pour discuter sur ce temps du chantier. Et on parlait de la notion de plaisir, mais c'est l'impression de construire ensemble, de faire ensemble. Je pense que ça ramène un intérêt peut-être plus particulier sur la notion du chantier et de l'intérêt qu'on peut avoir à réfléchir à d'où viennent les matériaux, comment ils sont faits, parce que tout simplement, les artisans avec qui on travaille se posent ces mêmes questions-là, enfin, sont dans les mêmes problématiques. Merci, merci beaucoup pour tous vos témoignages. Je trouve ça super que vous ayez justement ouvert la réflexion à des matériaux bien plus larges que juste les matériaux biosourcés et géosourcés. Mais je trouve ça aussi super que la parole soit donnée à des gens qui les utilisent vraiment, ces matériaux. Et c'est un peu ma question. J'ai l'impression que nous tous, là, ici, dans la salle, on est tous convaincus de leur qualité, de l'intérêt d'utiliser ces matériaux. Et pourtant, il reste énormément de représentations, énormément de barrières à leur utilisation. Je suppose que vous avez dû inventer peut-être des processus, des méthodes ou des astuces pour fluidifier la chaîne d'acteurs, pour convaincre le maître d'ouvrage et son financier, pour convaincre le bureau de contrôle et l'assureur. Qu'est-ce que vous auriez à raconter peut-être aux étudiants aussi qui sont ici comme astuce pour l'utilisation de ces projets et ces matériaux ? Alors, nous, il s'est trouvé qu'assez récemment, on a été confronté à ces questions-là de comment embarquer un maître d'ouvrage. Et en fait, on l'a embarqué dans une visite de l'école de Bollon. On avait la chance, il y avait une salle de classe qui n'était pas occupée, qu'on a pu emprunter pour une après-midi. Et on a fait en fait une table ouverte de son projet à lui, nouveau, dans les murs. Et dans l'idée aussi d'être sur un bâtiment démonstrateur, entre guillemets, c'est-à-dire de voir en vrai la matière. C'était une phase esquisse, donc vraiment très tôt dans la conception. Il n'y avait pas que l'enjeu de la matière, il y avait aussi l'enjeu de faire plus, et notamment de construire une halle en plus du programme initial. Et donc voilà, c'est tout, on était dans la halle déjà. Donc de jouer sur le déjà là, on s'est dit que c'est quelque chose qu'on réexploiterait sans doute, certainement, peut-être pas qu'en allant dans nos projets à nous d'ailleurs, de sortir de l'agence en fait. De sortir de l'agence, de sortir de la mairie quand c'est pour des élus, d'aller au contact aussi des lieux et peut-être aussi des gens rencontrés, parce qu'en l'occurrence, là, le bâtiment était occupé quand on s'est pointé. Et voilà, il y avait les instits, il y avait les animateurs périscolaires qui étaient là, etc. et qui tout simplement interagissaient et donnaient leurs critiques aussi, d'être aussi ouverts à cette... Donc l'idée de la table ouverte hors les murs, voilà. Ouais, une expérience sur l'école qu'on a projetée. Voilà, l'agence, on cherche un petit peu à déshabiller le bâtiment de toute sa technologie pour retrouver des gestes plus simples, des façons de vivre le bâtiment. Donc on pose sur la table, on met l'idée de ventiler naturellement l'école. Donc là, forcément, c'était pas simple, bureau de contrôle, etc. Et nous, on était frappés à quel point, finalement, le progrès, entre guillemets, qu'on a aussi forcément très, très organisé dans la construction, a totalement vicié l'esprit des gens. C'est-à-dire, on n'a plus l'habitude d'ouvrir une fenêtre, etc. Alors, le Covid a remis un peu des choses en place de ce point de vue-là. C'est plutôt pas mal. Donc, on a mis les maîtres d'ouvrage étaient plutôt défavorables. Et du coup, la question, c'était plutôt de faire participer les institutrices, c'était plutôt des femmes, les parents d'élèves, etc. Toute cette question-là. Et on a débattu, et du coup, c'était assez intéressant parce que ça soulevait plein de choses, finalement, du quotidien, de ce que ça veut dire, que pendant la récréation, d'ouvrir les fenêtres, etc. Et ça a été une longue aventure. À un moment donné, c'est le maître d'ouvrage qui a acté, qui a décidé que l'école serait ventilée naturellement, chose qui nous a valu aujourd'hui des critiques par ailleurs. Même si, mais en tout cas pour dire que les choses ne sont pas forcément de notre fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi l'usager, finalement, dès l'instant où il comprend que c'est essentiel, c'est là où ça bascule.
c'est là où ça bascule. Et finalement, on n'a pas fait d'architecture pendant 5 réunions. On a plutôt essayé nous, de un peu partager finalement ce qui nous paraissait presque indispensable, de retrouver ces... Alors, du point de vue architectural, ça nécessite des choses, des volumes. Nous, c'était aussi une manière de retrouver des volumes très généreux, très hauts sous plafond, des espaces traversants. Donc forcément, ça allait avec. Mais en tout cas, l'usager, là, il est partie prenante dans ces questions-là. Et quand le maître d'ouvrage, une fois que le maître d'ouvrage est convaincu, il y a d'autres barrières, et notamment, il y a par exemple celle du bureau de contrôle, on en parlait tout à l'heure. Alors déjà, c'est peut-être orienter le maître d'ouvrage sur un bureau de contrôle qui est ouvert. Alors ça, c'est très important, et qu'il n'ait pas choisi avant que le projet soit commencé. Peut-être qu'il faut que le bureau de contrôle ait un tout petit peu plus d'honoraires pour se creuser un peu plus la tête aussi, ça y fait. Et puis là, le maître d'ouvrage était convaincu, le bureau de contrôle était plutôt ouvert, mais quand même, il y avait quelques petits doutes. Donc la question d'aller hors les murs, on est allé avec le chaumier, c'est pour la rue couverte en chaume et en structure bois de réemploi à Aubervilliers qui est exposé. Il y a le prototype là dans l'exposition. Et en fait, on est allé au jardin des plantes où le chaumier, avec le bureau de contrôle et le maître d'ouvrage, où le chaumier était en train de refaire les couvertures en chaume. Et donc, on est monté sur l'échafaudage avec le bureau de contrôle et il a attrapé la paille, il a poussé, il a testé. Et voilà, il a été convaincu en fin de compte, en touchant la matière, en se rendant compte de la réalité de l'ouvrage. Voilà. Et par contre, pour le bois de réemploi, ça s'est passé par des calculs et l'entreprise qui a dû faire des tests en flexion de chacun de ces bois et lui envoyer un tableau Excel. Voilà. Heureusement, le savoir du charpentier a gardé ce savoir-faire de réutiliser des vieux bois, mais il a fallu passer quand même par ces données chiffrées pour convaincre le bureau de contrôle. Peut-être que d'un regard extérieur, ma réponse à cette question serait que vous êtes face à une complexité très grande, qui est celle d'assumer d'être des architectes dont le devoir est de concevoir des espaces confortables, mais aussi de descendre un peu, de descendre de votre hauteur nécessaire, de sortir sur le chantier, d'accepter d'entrer en dialogue. Donc vous êtes dans cette difficulté qui est garder vos responsabilités face à un projet et en même temps ouvrir le dialogue. Aller au-devant de l'échange, aller au-devant, mettre le corps en situation et mettre aussi celui des autres acteurs en situation dans l'espace. Oui, moi je viens pour donner un peu quand même d'optimisme et d'envie. C'est vrai que nous, on a passé beaucoup de temps au début à convaincre, et c'est vrai que les réalisations font qu'au bout d'un moment, elles font la démonstration par elles-mêmes. Donc après, c'est sûr que quand vous candidatez, vous faites bien comprendre que soit c'est dans cette logique-là, soit c'est pas avec vous. Je pense que ça se fait de manière un petit peu inconsciente de la part des maîtres d'ouvrage. On nous avait donné un conseil quand on s'était lancé, c'était quand même de croire à nos idéaux et de bien faire les premiers projets, parce qu'ils allaient aussi donner un peu la tonalité et finalement la philosophie de l'agence. Et c'est pas les plus gros projets qui sont forcément les plus démonstrateurs, et notamment au démarrage d'agence, des fois des tout petits projets permettent de porter toutes vos envies et d'être extrêmement expressif. Il y a plusieurs agences qui ont décollé avec des petits projets de 3-4 mètres carrés. Donc je pense notamment quand on sort des études et qu'on essaye de se lancer, on parlait, la question c'était un petit peu des astuces, mais je pense qu'il y a des moyens de faire, et c'est vrai que nous, tous les ans, on remercie ces personnes qui nous ont donné le conseil d'y croire, en sachant que ça allait être peut-être un peu plus laborieux au démarrage, que le temps de lancement allait être peut-être un petit peu plus long, mais qu'on s'y retrouverait aussi davantage dans notre pratique quotidienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, d'autres interprétations ? Non, il n'y a pas un bras qui se lève là-bas. Non. Ok, c'est bon. Je vois pas très bien, mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas de bras qui se sont levés. Ok. Eh bien, on vous remercie toutes et tous pour votre participation. Merci. Merci à vous. Et bonne soirée.